Salut Rémi! Bonjour Karima. Hey, il y a de l'action quand même dans l'actualité là, cet été. Ça continue. Puis là, il y a cette nouvelle qui a beaucoup fait réagir sur le système de justice au Québec. Maintenant, une première, semble-t-il, où on va tenir compte, on a tenu compte, en fait, c'est sur le parcours de quelqu'un qui est racisé, donc sur cet aspect de discrimination systémique, racisme systémique. Donc ça a joué dans la peine qu'une juge a donnée à quelqu'un qui a été condamné pour trafic de drogue. Et tu voulais nous parler de ça. Oui, et du danger qui survient quand on inonde l'ensemble des discussions de termes qui sont vaseux et surtout pas consensuels. Tu as évoqué, par exemple, celui de racisme systémique. On oublie à ce moment-là, puisqu'on est inondé, submergé, la justice. Ça veut dire quoi, la justice? Là, soudainement, c'est un petit peu moins clair. Moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'est comme ça que j'ai grandi. Je pensais que la justice, c'était, vous commettez, par exemple, dans le domaine de la loi, une bourde, vous commettez un acte criminel, vous êtes jugé selon un code qui prévoit des peines qui s'appliquent à tout le monde. Là, la justice, c'est plus ça. Moi, il y a 2 passages de ce fameux texte dans la presse qui circulent beaucoup qui m'ont vraiment fait capoter. Le premier, on parle donc de Mme Valérie Black-Saint-Laurent, qui est avocate et directrice des opérations chez Jurigo. Elle dit au sujet de cette fameuse EIOEC, là, ce terme qu'on ne connaissait pas puis qui consiste à adapter la peine et l'enquête criminelle à la personne qui se retrouve sur le banc. L'évaluation de l'impact de l'origine ethnique ou culturelle. T'es bonne. En plus, par cœur. Les gens qui n'ont pas l'image, elle le dit par cœur. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, écoutez, on veut contextualiser le parcours de la personne qui se trouve devant elle et pour qu'elle puisse rendre une peine qui est juste. Là, tu vois, le mot « juste », on l'entend, puis finalement, on passe à autre chose, puis on se questionne pas ce que ça veut dire « juste ». Je le répète, je pensais que ça voulait dire tout le monde a la même peine pour le même acte criminel. Un autre passage qui m'a fait capoter, c'est celui-là, c'est tiré du jugement de la juge Lepage qui dit « Nous devons apprendre, nous devons nous adapter ». Puis là, tu te dis « Nous devons nous adapter à quoi exactement? » Je veux dire, je pensais qu'il y avait un code, des lois, des peines prévues. Bon. Là, c'est à peu près ce que tout le monde dit depuis ce matin. Mon travail à moi comme chroniqueur, c'est d'être un petit peu original quand l'occasion se présente. Je voulais analyser avec toi le risque aussi que ça représente pour les gens issus des communautés racisées. Prenons par exemple les Noirs parce qu'ils sont pointés, en tout cas, ils sont désignés de façon très claire dans toute cette histoire-là. On pourrait penser, ça serait le réflexe facile, que, en fait, c'est à l'avantage des personnes noires, ça, que de pouvoir désormais bénéficier, puisqu'il y aura jurisprudence, d'un système de justice à 2 vitesses qui est beaucoup plus indulgent avec eux. Moi, je pense qu'ils ne bénéficient pas du tout de ça. Je pense que quand on parle d'intégration, quand on parle d'égalité, quand on parle d'équité, quand on parle de faire société et d'arrêter de diviser les gens en minorités, en groupes, c'est justement pas cette voie-là qu'il faut prendre. Il faut prendre la voie contraire. Il faut s'attaquer au problème. Là, on dit qu'il y a une discrimination du système à l'égard des personnes noires. C'est pour ça qu'elles se retrouvent en prison de façon plus, représentative. Exactement. Mais moi, premièrement, je ne crois pas du tout à ça. Puis il y a beaucoup de gens issus des communautés afro-américaines qui ne croient pas du tout à ça non plus parce qu'ils trouvent que ça s'appelle l'infantilisation. Ça s'appelle excuser des gestes. Ça s'appelle ne pas prendre les gens qui sont des adultes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes. On l'a vu dans ce jugement-là. On va jusqu'à imaginer que l'homme qui a été jugé, puisqu'il se rendait en Nouvelle-Écosse, parce qu'en Nouvelle-Écosse, il y a eu de l'esclavage, il a ressenti les contre-coups de l'esclavage. Lui, il n'a jamais été... Lui est né au Québec. Il est né au Québec, il n'a jamais vécu ça. Enfin, là, on est vraiment rendu en train de plier des affaires, de tordre des réalités, toujours pour trouver des excuses. On n'a pas besoin d'excuses dans la vie. On a besoin d'avancer. On a besoin de se botter le cul. Puis quand on a eu un passé plus difficile, et je n'ai aucun mal à le reconnaître. Je veux dire, Côte-des-Neiges, tu l'as dit tantôt, tu as grandi là. Moi, j'ai grandi à côté. Dans une famille qui avait de l'argent, je veux dire, c'est pas... je suis pas en train de dire que j'ai grandi à côté de Côte-des-Neiges, puis je sais ce que c'était grandir à Côte-des-Neiges. Je suis en train de dire plutôt le contraire, que je sais ce que ça peut être pour d'autres personnes qui ont été à la même école primaire que moi, des gens qui ont été des amis et à qui je parle encore aujourd'hui. Je sais ce que c'est ça. Mais les gens qui s'en sortent, ce sont les gens qui se bottent le cul, qui décident à un moment donné que ça ne sera pas une excuse pendant toute une vie, ça. Parce que les excuses, c'est fait pour les perdants, en fait. C'est la vérité. La vie divise 2 types de personnes. Il y a les perdants et il y a les gagnants. Mais puis juste, je t'arrête là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis. On parle là, de justement Côte-des-Neiges. Je te disais que j'avais grandi là-bas.
On parle... Et puis là, on parle, encore une fois, là, cet article en lien avec cette analyse des facteurs systémiques adaptés aux criminels racisés. On nous dit surtout les Noirs. Donc, on parle de ça dans l'article. On fait référence à ça. Pense aux familles, justement, issues de différentes communautés noires de Côte-des-Neiges, là, qui voient ça aujourd'hui. Puis et qui se disent, bon, on va être encore là, tout mis dans le même panier, comme si on demandait ça. T'sais, est-ce qu'on demande, est-ce que tu as vu des communautés là, arabes, noires sortir dans la rue puis demander ça? À un moment donné, non, il y a eu cet avocat-là, mais à un moment donné, j'ai l'impression que ça déteint sur toute la communauté, comme s'ils demandaient ça, alors qu'eux, ils veulent quoi? Ils veulent que leur quartier soit sécurisé, que leurs enfants puissent aller à l'école, puis justement, qu'il n'y en ait pas de trafic de drogue, où ils soient enrôlés, et puis qu'on s'attaque justement à leurs jeunes, à leurs enfants, qu'on décide d'aller les recruter. Ils veulent pas de sentences bonbons pour des criminels aussi. Ils veulent protéger leurs enfants. Ils veulent leur donner des outils. C'est pas toujours facile, justement. Tu viens d'un milieu, des fois, socio-économique, financier, c'est plus difficile, mais tu as des belles valeurs. Tu vas transmettre ça à tes enfants aussi. Est-ce qu'on pense à ces personnes-là aussi? La réponse, c'est non. C'est ça. Non, puis j'ai une pensée pour ces gens-là qui ont élevé leurs enfants à la sueur de leur front, qui leur ont appris la discipline, à avancer, à faire parfois 2 fois plus d'efforts parce que la société, elle se développe et elle s'améliore, mais peut-être pas suffisamment rapidement. Moi, je pense à ces gens-là. Puis j'ai aussi une pensée pour ceux qui n'ont jamais demandé ça, c'est-à-dire à peu près tout le monde. J'ai pas entendu un groupe d'une communauté ethnoculturelle demander ça là, publiquement. C'était pas une demande. Ça, c'est en fait... c'est une espèce d'exagération idéologique. On se dit, on va leur donner ça, mais personne ne l'a demandé. Et moi, ce que je trouve particulier aussi, c'est qu'on dit que ça existait déjà au Canada. On faisait ça avec les communautés autochtones. Ben, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Soudainement, ça n'a pas l'air d'avoir marché parce qu'effectivement, les Autochtones sont surreprésentés eux aussi dans le système carcéral. Ça fait déjà des années qu'on tient compte du fait qu'ils ont eu à vivre avec des conditions de vie qui ne sont pas les mêmes que, par exemple, la plupart des Blancs. Ben, ça marche pas, ça. Ça marche pas de donner moins de... Là, à un moment donné, encore là, je trouve qu'on mélange tout. Tu sais, la situation des Autochtones, par exemple, au Canada, la situation des Noirs américains aux États-Unis, la situation des nouveaux arrivants des communautés culturelles au Québec. Tu sais, tout ça, c'est comme si c'est le même vécu, le même parcours, et puis on assimile ça. Ben oui, t'es racisé, t'es autochtone. Tu sais, je trouve qu'on est justement dans cette catégorisation, cette assignation identitaire permanente, si tu veux, l'assignation, c'est ça, à ta couleur de peau, à ton origine. Et c'est contraire à l'idée même qu'on peut se faire d'une société, puis au rêve que certains trouvent idéalisé, mais qui considéraient un jour à vivre ensemble. Il y a quelques jours, Paul Saint-Pierre Plamondon disait, écoutez, il y a des gangs de rue qui s'organisent selon l'ethnie, et là, il était crucifié sur la place publique. Aujourd'hui, on a une juge qui nous dit, oui, il y a des groupes ethniques qui sont surreprésentés en prison, et ça, ben, c'est dit... mais parce que c'est du côté du bien, ça passe. Bien, heureusement, ça passe pas. Heureusement, il y a des gens qui dénoncent ce fait-là. Et j'espère que j'aimerais les entendre. Je les mets pas au défi. Je pense qu'ils le pensent secrètement, mais je pense que leur parole est demandée sur l'espace public. J'aimerais ça entendre des gens qui représentent la Ligue des Noirs, des gens qui représentent des communautés ethnoculturelles, sortir, écrire des lettres ouvertes. Venez à la radio. Venez nous le dire que vous trouvez ça bizarre, premièrement, que ça ne va pas régler des problèmes, puis que ça nous empêche de faire société. Rémi Villemure, merci beaucoup. À demain. À demain.